Françoise, de ce que vous avez entendu de M. Trudeau là, au cours des dernières minutes, est-ce que vous trouvez qu'il joue bien son rôle de premier ministre dans les circonstances? Je pense qu'il démontre, moi, ce qui me fascine, en rajout un petit peu à ce que Michel nous disait tantôt, ce qui est fascinant, c'est de voir la solidarité québécoise, les gens qui sont accueillants, qui offrent leur place. Mais je voulais rajouter la solidarité pan-canadienne, interprovinciale. Lorsqu'une province est en difficulté, le Québec répond. Quand c'est le Québec, d'autres provinces. Des fois, les discours politiques nous laissent croire que tout le monde est à couteau tiré, mais dans les moments comme ceux qu'on vit présentement au Québec, on sent cette solidarité. Puis pas juste à l'intérieur du Canada, quand c'est rendu que des pays comme la France, l'Australie, l'Afrique du Sud envoient de l'aide, c'est bon signe. Et ça, je pense que c'était de bonne loi que le premier ministre canadien le souligne. En même temps, ben, c'est certain qu'on aura beaucoup de réflexions à avoir, de prendre un peu de recul. On ne peut pas juste dire hey, c'est la faute au changement climatique. Faut régler la crise des changements climatiques, puis comme si ça va régler tous ces drames-là. Moi, je pense à des petits kids qui sont nés dans les 5 dernières années dans mon coin de pays, moi, en Outaouais, qui ont vécu, je sais pas, 2 tornades, une inondation, une pandémie, maintenant des feux de forêt parce que la fumée s'en vient jusqu'ici, puis on se fait dire de rester à l'intérieur de nos maisons, de porter des masques. Quel monde de fous! Alors, il va falloir que nos politiciens arrêtent peut-être de faire un peu de politique avec tout ça, parce qu'on parle de sécurité, on parle de la vie des gens. Il faut trouver des moyens à long terme. Alors, je pense qu'il va falloir avoir une vision peut-être un petit peu plus large que des phrases toutes faites qui donnent l'impression que si on règle un, on règle tout. Parce que ça va prendre l'équipement, ça va prendre si. Est-ce qu'on est prêt à dépenser puis à taxer le budget puis à enlever peut-être quelque chose ailleurs pour mettre plus d'argent pour avoir ces avions citernes, pour avoir plus de formation de pompiers. Alors, c'est des discussions sérieuses qui devront être faites sérieusement, tout le monde ensemble, parce que ça a l'air de toucher pas mal partout à travers le pays. Oui, puis Jean-François, peut-être la nouvelle du jour, ça va être sur les avions, les pilotes là, qui doivent prendre du repos, donc qui ne pourront pas combattre les incendies au cours des prochains jours. En fait, à court terme, ils sont capables de maintenir la cadence, mais à moyen terme, il va falloir à un moment donné qu'ils se reposent pour ne pas dépasser leurs heures de vol. Sur les effectifs aussi, Dimitri faisait allusion au fait qu'au Québec, on a 150, 160 feux, puis qu'on en combat seulement une quarantaine. Est-ce qu'il y a moyen de faire les choses différemment? Est-ce qu'on devrait avoir plus de monde? En même temps, il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis la pénurie de main-d'œuvre, elle touche tous les secteurs de l'économie. Donc, est-ce que ça vous surprend, dans le fond, c'est ça la question, est-ce que ça vous surprend l'état des lieux des effectifs au gouvernement du Québec en ce moment? Jean-François. C'est sûr qu'on n'est pas en avant de la vague, on est derrière la vague, hein, la vague d'incendie. L'important en ce moment, c'est de maximiser évidemment tout ce qu'on a, de coopérer au maximum. Et je pense que là-dessus, pour l'instant, le bilan qu'on peut en tirer, c'est que tout le monde fait le maximum, y compris entre les provinces et de façon internationale. Et d'ailleurs, quand on voit les gens venir d'aussi loin que l'Afrique du Sud, on sait qu'il arrive souvent que nos propres pompiers ou nos réparateurs, nos monteurs de ligne, etc., nos techniciens d'Hydro-Québec sont toujours très prompts à aller aider à l'extérieur. Ce sont des ascenseurs qui partent et qui reviennent ou des avions qui partent et qui reviennent. Mais il n'y a aucun doute que dans les années qui viennent, il va y avoir une montée en force de la préparation, y compris de l'équipement. Sur la question des Canadair, je ne m'attendais pas à ce que le premier ministre annonce aujourd'hui un renforcement de la capacité de production, mais il est certain, un gouvernement responsable ferait ce qu'on a fait pendant la pandémie, par exemple. On a réussi en quelques mois à augmenter la capacité de production des vaccins de façon extraordinairement rapide. Aux États-Unis, ils ont utilisé la loi américaine qui permet de réquisitionner comme en temps de guerre pour augmenter la production. Évidemment, ils n'ont rien nationalisé, ils ont simplement rendu disponible des fonds pour augmenter la production. Moi, je m'attendrais à ce qu'il y ait un plan canadien pour faire en sorte que la compagnie Viking triple la grandeur de son usine pour produire énormément de Canadair. Puis là, s'il y a quelque chose dont on est certain qu'on va tous les vendre,
C'est bien des Canadair au cours des 10, 15, 40 prochaines années. Et donc, il n'y a quasiment pas de limite à la production. Je ne serais pas surpris que d'autres compagnies d'aviation dans le monde décident, Embraer ou les autres, de produire leur propre version de ces avions dont la nécessité n'est pas à démontrer pour la suite. Alors ça, si on veut à la fois pouvoir avoir notre propre flotte à la hauteur de nos besoins, il faut agir tout de suite. Et il n'y a pas de doute qu'il y a un marché à prendre aussi. C'est bizarre de dire ça, mais effectivement, puisque c'est nous qui l'avons inventé, ce serait une bonne chose qu'on soit parmi les premiers producteurs. Sur la pénurie de main-d'œuvre, il y a toujours des décisions stratégiques. Hein. Je veux dire, d'ailleurs, la stratégie du gouvernement québécois, c'est de prioriser les infirmières, les travailleurs de la construction et un certain nombre de trucs stratégiques. Mais là, c'est clair qu'à cette liste-là, il va falloir rajouter de prioriser la formation des équipes d'intervention dans les cas de sinistres, sinistres inondations, sinistres feu. Est-ce qu'il va y avoir au sein de l'armée canadienne une unité qui devrait s'occuper de ça? Ce ne serait pas une mauvaise idée. Mais je vais vous dire quelque chose aussi, c'est que le Canada a débloqué l'an dernier 19 milliards de dollars pour acheter des F-35. Peut-être qu'on pourrait en prendre un ou deux pour acheter des Canadair, 1 ou 2 milliards. Ce serait un bon investissement. Non, Dimitri, il dit non. Oui, Dimitri dit non. OK, Dimitri, allez-y. Et je vais vous dire pourrait peut-être leur mettre des non. citernes F-35 avec citernes, avec des bombes d'eau, tu sais. Ben oui. Et je vais vous dire pourquoi je dis non. On est toujours réactif. Pandémie arrive, pas capable de produire des vaccins. Post-pandémie, on a besoin d'usines pour la fabrication de vaccins. Nos avions qui datent depuis, puis je vais exagérer, la Deuxième Guerre mondiale, ils peuvent plus voler, là on achète des avions. Nos sous-marins, ils font que flotter, ils peuvent pas aller sous l'eau. On doit arrêter d'être réactif. Je sais pas si quelqu'un le connaît, mais au gouvernement, mais après la Russie, notre territoire est le deuxième plus vaste dans le monde. Donc, présentement, il y a une cellule de crise. Une cellule de crise qui, j'espère, comme à notre époque, est menée par des gens qui posent beaucoup de questions et qui défient ceux qui disent, par exemple, 50 heures, ils peuvent plus voler. Bien, est-ce qu'on peut prendre un pilote d'un autre avion, puis l'utiliser pour les avions citernes? Il faut être en mode solution et de ne pas nécessairement accepter. Après, est-ce qu'on peut faire 52 heures? Est-ce qu'on peut faire moins de repos? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les citrons que nous avons présentement? Parce que c'est ça la réalité. On est mal préparé. On est tellement mal préparé. Et je ne blâme pas, c'est pas sur le plan politique, là. C'est pas Justin Trudeau ou Stephen Harper. C'est collectivement, on attend le désastre et ensuite, on est en mode réactif. Et je vous gage une chose, Sébastien. Les feux de forêt seront éteints. On va voir si ça va être un mauvais été ou un bel été. Et les gens vont dire, on se croise les doigts que ça ne surviendra pas encore une fois dans 1 an ou 2 ans. C'est là où il faut avoir les bonnes priorités parce que l'argent ne pousse pas sur des arbres. Des priorités préventives, mais aussi une fois la crise arrivée, on est là présentement en train de dire les avions citernes Canadair que le Canada envoyait à travers le monde pour aider les autres pays, on n'en fabrique plus. Bombardier a arrêté son programme. Ils l'ont vendu à une petite entreprise qui peut bâtir 10 avions par année. Et tous les autres pays sont en avant de nous. 2027, on attend jusqu'en 2027 en se tournant les pouces. Donc, est-ce qu'on peut anticiper un petit peu puis de dire il faut avoir des priorités où on anticipe les enjeux? Mais là, la cellule de crise qui, je suis certain, existe, leur première priorité, parce que c'est une cellule de crise sans doute menée par le bureau du premier ministre. Même chose qu'on avait fait, par exemple, quand on évacuait les Canadiens de la Tunisie lors de la crise dans le Moyen-Orient. C'est de défier chaque personne qui dit « ce n'est pas possible ». OK, parce que c'est possible. Impossible n'est pas français. Voilà. Il faut vouloir faire les choses. D'accord. Michel. C'est tellement important ce que dit Dimitri parce que on réagit trop. Là, on a eu des ouragans, on a eu des inondations, on a des feux, on a eu du verglas. Tout ça
à l'intérieur de ces changements climatiques. Et on ne sent pas... Là, les deux premiers ministres, M. Trudeau hier, je crois, M. Legault, disent on aura des questions à se poser. Des petites nouvelles pour toutes nous autres. Il y a des grosses questions à se poser, mais des questions où on va pouvoir se faire un plan d'adaptation. C'est pas juste des mots. Là, en ce moment, on n'entend que des mots, mais ça doit se traduire par des décisions, des actions. Et oui, ça va orienter nos budgets. Et oui, ça va changer nos modes de vie à nous comme citoyens. Première chose, il va falloir qu'on accepte, comme disait Françoise, que nos budgets ne seront plus tout à fait... Les sources de dépenses ne seront plus tout à fait les mêmes. Il va falloir que, collectivement, on définisse ces priorités-là. Et je termine en disant, il va falloir aussi que les gouvernements écoutent la science, écoutent les scientifiques et se collent aux aspects scientifiques qui prévoient mais qui donne des solutions dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'aménagement des territoires, la construction, que ce soit comment investir dans les transports, que ce soit la façon de protéger nos infrastructures. Mais je pense qu'il va falloir qu'on soit beaucoup plus proactif et qu'on aille plus rapidement. Et ça passe par nous tous. Il va falloir que ça fasse un peu mal, malheureusement, parce que là, on écoute les discours, puis là, on est tous, oui, on a tous les belles paroles, on pense qu'on a tous les bonnes solutions, mais c'est un peu pas dans ma cour. Faut pas que ça touche la façon dont je vis, mais quand ça va toucher notre façon de vivre, et c'est là où les gouvernements doivent exercer le leadership et un leadership fort face à ces événements-là. Parlez-en aux gens de Chibougamau, parlez-en aux gens de Nord-Métal qui ont été évacués. Ça les touche, là. Puis ça les touche parce qu'ils ont dû évacuer leur maison. Françoise, un petit clin d'œil à vous, juste pour terminer la discussion. Hier, vous nous parliez de Maxime Bernier, qui disait que c'était des terroristes, terroristes écologiques qui avaient mis le feu dans certains foyers. Stephen Guilbeault lui a répondu aujourd'hui. Puis, belle réplique. Écoutez, M. Guilbeault, j'ai comme l'impression qu'il prend du pic politique. Là. Il a mis son veston de politicien aujourd'hui. On l'écoute. Je ne dirais pas que M. Bernier a le monopole là-dessus. On en voit des gens comme ça du côté du Parti conservateur du Canada qui se lèvent en chambre de temps en temps pour nier l'existence même des changements climatiques. C'est quand même incroyable que ce bonhomme-là ait été ministre des Affaires étrangères sous un gouvernement conservateur. Je pense que ça en dit long sur le gouvernement conservateur et la priorité qu'il donne à des dossiers comme celui des changements climatiques. OK, c'est quand même habile. Il part du farfelu de ce que M. Bernier dit pour attaquer les conservateurs, François. Les conservateurs. Exactement. Mais c'est j'ai trouvé que c'était... Ben, tu t'appelles-tu Françoise, Dimitri Coudon? J'ai trouvé que c'était génial comme réplique parce que, bon, il a dénigré un petit peu l'individu avec raison. Il a ri de lui en disant « Hey, ça se peut-tu? » Puis dire qu'il a été ministre des Affaires étrangères conservateur. Alors là, il attaque aussi le Parti conservateur. Hey, ça a déjà fait partie de votre gang, ça. Et en plus, ça s'inscrit un peu dans la mouvance conservatrice parce que des fois, on a des députés qui viennent à la Chambre des communes nous faire des petits discours anti-changement climatique. Alors, effectivement, là, il a mis son chapeau de politicien, non pas juste d'activiste climatique. Mais ça, Dimitri, est-ce que ça faisait partie des bonnes ou des mauvaises nominations de M. Harper dont on parlait l'autre jour? Bonne question. J'arrive à répondre à votre question, mais d'abord, je vais répondre à la question de Françoise. Aujourd'hui, je m'identifie comme Françoise, donc c'est pour ça que j'ai commencé à parler. Honnêtement, c'est probablement la première fois et peut-être la dernière fois que je vais être entièrement en accord avec M. Guilbeault. Comment ça se fait que ce gars-là était ministre des Affaires étrangères du Canada? Mais souvenez-vous... qui l'a nommé? Mais c'est ça, réponds-nous. Réponds-nous, je pense que c'est Dimitri. Jean-François qui l'avait recommandé, je pense. Je me souviens pas. Je me souviens pas. Il faut... Retire tes paroles. Sinon, je t'amène en cours. Hey, qui a besoin d'un avocat? Sincèrement... D'accord, je connais une bonne avocate. Sincèrement, Maxime Bernier, il a eu sa réponse des Beaucerons. Il se croyait le roi des Beaucerons, puis les Beaucerons lui ont dit « Non, on veut pas de toi. Tu n'es certainement pas à l'auteur et à l'image de ton père. »
qu'Philippe Beauceron avait élu non seulement comme conservateur, mais aussi comme indépendant. Donc, écoutez, je pense que M. Bernier est en train de faire sa dernière tentative de stupidité qu'il peut dire pour l'élection partielle, où il se présente dans un comté où, je crois, selon ce que j'entends, il va avoir bien moins que 20 Donc, peut-être, espérons, c'est son dernier chapitre, puis là, il peut aller faire quelque chose d'autre. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.